Murdoch aussi a le droit à son rêve américain. Il va rencontrer en 72 Richard Nixon et immédiatement il devient son fervent et son durable soutien. Une fois qu'il a expérimenté toutes ces méthodes de murdochisation au Royaume-Uni, il pense savoir ce que veut le public. Et maintenant il compte, je cite, sauver la démocratie américaine des démocrates. C'est le but de sa vie. News Corp, à l'époque, c'est 91 journaux et magazines, mais c'est un groupe qui ne pèse que 44 millions de dollars, c'est-à-dire l'équivalent d'un groupe de presse américain de taille vraiment moyenne. Alors Roper recommence presque à zéro. Il rachète en octobre 73 deux quotidiens texans pour 19 millions de dollars et immédiatement il les murdochise. Alors c'est les titres, vous savez, sur les armées d'insectes marchant sur San Antonio, la menace des abeilles tueuses. Sauf qu'il s'aperçoit assez vite que le marché américain veut pas d'un tabloïd qui incarnerait les valeurs virilistes de la classe ouvrière britannique. Parce que aux États-Unis, les tabloïds se vendent dans des supermarchés. Et les supermarchés sont fréquentés en grande majorité par des femmes au foyer de la classe moyenne. Lui, Murdoch, il n'est pas préparé à ça. Il ne parle pas aux femmes. En plus de ça, le modèle économique de la presse américaine est inspiré du modèle français, celui qu'Émile de Girardin avait imposé dès 1836 en vendant à prix coûtant, voire même à perte d'ailleurs, son journal La Presse pour avoir une audience à vendre à ses annonceurs. Lui, Murdoch, il vend aux hommes des journaux parlant des femmes, et en parlant très mal. Et il les vend le bon prix. Donc, il est incapable d'accepter cet échec. Alors, il se résout à aller s'installer avec sa famille à New York en 1974 et à adapter sa recette dans un seul but, dans un espoir fou, celui de battre une institution américaine, le National Enquirer. Et pour ça, il lance son premier titre. C'est la première fois qu'il crée de zéro un titre. Il s'appelle le National Star. C'est simplement une synthèse du Sun et du News of the World. Murdoch y investit 12 millions de dollars, dont 5 rien qu'en publicité. Et pourtant, il va falloir qu'il attende 3 ans et la mort d'Elvis Presley en 1977, avec la publication de tout un feuilleton sulfureux, comme dans l'affaire Profumo, pour que les ventes de son titre progressent, puis, à partir de 1980, explosent, parce qu'il l'a entre-temps renommé The National, avec comme baseline, comme slogan, l'hebdomadaire des femmes américaines. Et il comprend le modèle américain. Et grâce à ça, il arrive à atteindre enfin 1 million de tirages, 2 millions, 3 millions, 4 millions d'exemplaires. Celui du National Enquirer, ce qui prouve qu'il existe, je cite Murdoch, un marché pour les journaux qui n'ont pas honte de divertir les gens. Et c'est ces tabloïds et leur forte rentabilité qui a permis à Murdoch, entre-temps, de se lancer à l'assaut du vrai pouvoir, de la vraie presse politique à New York. Parce que lorsque le propriétaire du New York Magazine, Clay Felker, lui présente en 1976 Dolly Schiff, l'emblématique propriétaire du New York Post, cette dernière subit une assez importante baisse de ses ventes et donc de ses recettes publicitaires. Alors Murdoch lui propose de la racheter pour 30 millions de dollars. C'est un journal qui est déficitaire, mais qui a été fondé en 1801 et le New York Post est à l'époque le symbole d'une tradition très libérale. On a du mal à s'en rappeler, mais c'était un journal de gauche. Et finalement, Murdoch accepte d'avoir une acquisition coûteuse, c'est de loin la plus coûteuse de sa vie à l'époque, parce qu'il dit lui-même que c'est la chance de sa vie. Il a fallu d'ailleurs un peu de sa légendaire filouterie pour qu'il obtienne de Schiff le New York Post, parce que cette femme avait lutté contre le macartisme dans les années 50, elle avait tenu son quotidien d'une main de fer, elle voulait absolument pas que le Post devienne un journal populiste, un journal républicain. Alors Murdoch lui promet, mais rien ne changera. Et même qu'il compte faire de ce titre un titre politique de qualité, alors qu'en réalité, il veut en faire le fer de lance de sa murdochisation de l'Amérique. Et ce rachat, en effet, va changer la vie de Rupert Murdoch, parce qu'en un claquement de doigts, il devient le chouchou de toute l'élite intellectuelle et médiatique new-yorkaise. Quasiment un insider, lui qui dit les détester. Ce jour-là, ce claquement de doigts, c'est le 30 décembre 1976. Là, Murdoch est officiellement propriétaire du New York Post, et dès le lendemain, il lance une offensive hostile pour racheter le New York Magazine du pauvre Clay Felker, qui l'a aidé à racheter le New York Post et qui a commis l'erreur fatale de lui proposer de prendre une participation minoritaire. Là, à ce moment-là, Murdoch vient de se voir refuser le rachat de l'Observer sous la pression des syndicats qui ne voulaient pas de lui, et lui, le compétiteur, il ne pouvait pas se permettre de perdre 2 fois de suite. Donc il sort son carnet de chèques, son carnet de dettes en l'occurrence, et il rachète 40 millions de dollars ce journal.
Comment? Eh bien c'est simple, il prend la trésorerie du New York Post pour financer l'opération. Et le 3 janvier 77, 3 jours plus tard, il est propriétaire du New York Magazine. Et là, Felker dit, ce type est insatiable. J'ai vraiment l'impression d'avoir été violé par un vieux copain. Finalement, le Time, à ce moment-là, met en couverture, sous les traits d'un King Kong poilu, Murdoch, le seigneur de la presse australien terrifie Gotham City. C'est leur titre. Et Newsweek titre le même jour, le seigneur de la presse s'empare de la ville. Clay Felker, il dit que si Murdoch écrase tous ceux qui se trouvent sur son passage, c'est parce qu'il veut surpasser son père et gouverner le monde. En un jour, Murdoch est connu dans le monde entier. Et sa soif originelle de pouvoir ne se tarit pas, parce qu'en Amérique, on aime les winners, et qu'importe les cadavres dans le tiroir. Donc, Murdoch fait littéralement fortune. Fortune sur quoi? Sur le sang des faits divers. Parce que le Post arrive à doubler son tirage en 2 ans. Face au Daily News, en exposant tout l'été 77, chacun des détails les plus sordides des meurtres d'un criminel qui s'appelle David Berkowitz, le fils de Sam, jusqu'à son arrestation en août 77. Et là, Murdoch, il s'imagine en Citizen Kane, d'un yellow journalism complètement décomplexé. Vous savez, yellow journalism, c'est ces accroches putassières en jaune qui souvent cachent un manque d'investigation et qui sont annonciatrices des médias en ligne qui sont coutumiers, vous savez, du putaclic, du clickbait, cette course aux titres les plus accrocheurs. Et si Murdoch insiste auprès de ses journalistes pour qu'ils dramatisent de plus en plus l'actualité, c'est aussi parce que les journaux des grandes villes à cette époque font face à une génération qui est saturée de télévision. Alors pour reconquérir les lecteurs qui n'ont pas l'habitude des quotidiens, la nécessité fait loi, au shot la morale. Et là-dedans, Murdoch est le meilleur. D'ailleurs, Murdoch va être un des premiers à anticiper la révolution électronique des années 80 et à rapprocher le divertissement et l'information pour gaver de signaux ses audiences et toujours assécher la concurrence. Dès 77, il s'intéressait déjà au réseau de télécommunications américain, même si il créera plus tard Fox Network après le rachat de la Fox en 84. Et ce sera à partir de là le réceptacle de sa vision de la guerre de la communication instantanée, ce que nous connaissons aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les fake news, la désinformation. Parce que pour Murdoch, l'argent ne sert qu'à une chose, c'est à mener sa croisade politique. Alors il continue de faire et de défaire des élections. Il fait élire à la mairie de New York un challenger, un inconnu, Ed Koch, qui y restera de 78 à 89, 11 ans. En Australie, Murdoch se vante d'avoir mis lui tout seul le gouvernement Whitlam en place, comme son père, vous vous rappelez, le faisait 35 ans plus tôt. Et lorsque Whitlam rompt la tradition diplomatique de solidarité avec les États-Unis, là, Murdoch n'hésite pas une seconde. Il va organiser avec John Kerr, le gouverneur général d'Australie, celui qui est nommé par la couronne britannique, et un mec très proche de la CIA, un complot pour faire élire le chef du parti libéral, Malcolm Fraser. Et là, Murdoch crucifie le gouvernement australien, seulement pour garder la confiance de l'administration américaine, et aussi pour venger Nixon, qui avait été poussé à la démission en 1974 après l'affaire du Watergate. Parce que c'est ça Murdoch, il négocie sans cesse la protection de ses affaires, la levée de toutes les barrières, de toutes les restrictions, pour donner son soutien politique. Et d'ailleurs, Fraser écrase les élections. Et derrière, il supprime comme premier l'amendement Murdoch, c'est cette obligation de résidence en Australie pour y posséder des médias. Et il supprime d'ailleurs aussi la possibilité pour le régulateur australien d'interdire la vente d'une chaîne de télévision. Seulement, en 1983, il va soutenir le travailliste Bob Hawke. Et là, Murdoch veut que ses titres continuent de projeter de lui l'image d'un homme d'influence, d'un faiseur de roi qui inspire la crainte plus qu'aucun autre chef d'État. C'est pour ça qu'il se sert des politiques comme de pantins.